hémorragiques, qu'elles soient extérieurs ou non, les marques d'infection, d'autres aussi les collapsus, et puis éventuellement, il faut toujours rechercher les pathosplénomégalies, notion purpura ou bien anasac, qui vont signer une anémie chronique. Maintenant, pour les examens complémentaires, du moins en urgence, avant la transfusion, il faut au moins faire le NFS, le taux de réticulocytes, le groupage phénotypé, c'est-à-dire le groupe sanguin ABO, résulte de la mère et de l'enfant, et faire un test de côme direct chez l'enfant. Maintenant, on peut compléter le bilan en fonction de l'orientation anamnestique. On peut être appelé à faire un frottis sanguin, un bilan d'hémostase, taux de bilirubine, le bilan martial, l'électrophorie d'hémoglobine, les dosages enzymatiques, le test de Claire chez la mère et d'autres examens comme l'ETF, le TDM la TDM cérébrale, l'échographie abdominale. Parlons à présent des causes. Nous avons vu plus haut deux mécanismes principaux. Le mécanisme par perte, soit par hémorragie ou hémolyse, et le mécanisme par défaut de production. Nous allons démarrer avec le mécanisme par perte et par les hémorragies. Donc, hémorragie prénatale, le patient va se présenter avec une anémie censitaire. À la biologie, on pourra retrouver des taux de lymphocytes élevés. Et dans les hémorragies prénatales, les causes dominantes, c'est les transfusions photomaternelles, qui traduisent en fait un saignement dans la circulation maternelle à l'occasion d'une toxémie gravidique ou bien un hématome rétroplacentaire, un traumatisme placentaire, les manœuvres ostéoscales, etc. Donc le diagnostic là se fait par le test de Claire qui met en évidence les globules rouges fœtaux dans la circulation maternelle. Une autre cause qui prédomine au cours des hémorragies prénatales que nous rencontrons, c'est le syndrome transfuseur-transfusé. Il se voit chez chez les jumeaux monozygotes monovitellins. En réalité, c'est la transfusion d'un jumeau par son co-jumeau à travers des anastomoses vasculaires placentaires. Donc, le jumeau transfuseur aura un petit poids de naissance avec une anémie qui peut aboutir à un choc hypovolémique, alors que le jumeau transfusé aura un poids de naissance élevé avec une polyglobulie qui peut être associée à un syndrome d'hyperviscosité. Donc, in utero, le diagnostic est posé très souvent à l'échographie. À la naissance, il y aura une différence d'hémoglobine entre les deux jumeaux, souvent supérieure à 5 grammes par décilitre. Donc, nous avons cette image qui nous montre ce que nous venons d'expliquer. À droite, on a un nouveau-né qui est petit, pâle, alors qu'à gauche, on a un nouveau-né qui est bien rouge, mais aussi édémacié. Continuons avec les anémies par perte, notamment dans le cas des hémorragies, mais cette fois-ci en périnatal. Et là, il s'agit très souvent des accidents obstétricaux qui peuvent toucher le placenta, ou alors on a un cisaillement ou une rupture du vaisseau du cordon. En postnatal, les causes sont dominées par les maladies hémorragiques du nouveau-né, qui est une carence physiologique et transitoire en facteurs de coagulation des vitamines K dépendants, notamment le facteur 2, 8, 9 et 10. Excusez-moi. En postnatal, on pourra retrouver les hémorragies extériorisées comme les hémorragies ombilicales ou alors les hémorragies internes comme des hématomes sous-scapulaires du foie, céphalohématomes. Maintenant, toujours dans le cadre de mécanismes par perte de l'anémie, nous allons voir à présent les anémies par hémolyse qui représentent les causes les plus fréquentes d'anémie en néonatologie. Et les signes cliniques sont dominés par un tableau d'hémolyse, notamment avec la pâleur lictaire et l'hépatosplénomégalie. À la biologie, on aura certains indices. On aura une hyperbiliémie qui sera élevée, le taux de réticulocytes élevé, et les autres bilans se feront en fonction de l'orientation étiologique. Donc, les anémies hémolyses sont divisées en deux grands groupes. Nous avons les hémolyses corpusculaires et extracorpusculaires. Nous allons débuter avec les hémolyses corpusculaires. Et là, on peut retrouver les anomalies de la membrane, telles que la sérocytose héréditaire ou alors une érythrocytose héréditaire. On peut aussi retrouver les déficits enzymatiques, comme le déficit en G6PD ou alors en pyruvate kinase, et les hémoglobinopathies comme l'alpha-bêta-thalassémie, la drépanocytose. Pour ce qui est des hémolyses extracorpusculaires, nous avons les causes d'origine immune avec les incompatibilités ABO, alloimmunisation, rhésus et autres. Nous avons les causes d'origine infectieuse comme le paludisme et d'autres, les causes d'origine mécanique comme les hémangiomes et d'autres. Donc, pour parler maintenant de la deuxième catégorie de mécanismes de l'anémie, qui est le défaut de production des globules rouges ou les causes centrales,
il faut dire que c'est des causes qui sont assez tardives chez un nouveau-né. Mais on peut retrouver des causes congénitales acquises. Congénitales, on peut citer la maladie de Black-Van-Diamond, on peut citer l'anémie de Fanconi, le syndrome de Pearson. Et dans les causes acquises, on peut citer les infections, les déficits nutritionnels, notamment en fer et en folate, vitamine B12, le zinc, la vitamine E. Voilà. Parlons du cas particulier du prématuré. Il a une anémie constitutionnelle en général, mais il y a plusieurs causes qui peuvent entrer en jeu pour donner une anémie chez un prématuré. Déjà, l'anémie physiologique que nous avons expliquée plus du prématuré est rapidement installée. Les érythrocytes sont fragiles, les réserves en fer sont insuffisantes. Nous savons que 60% du transfert en fer pendant la grossesse se fait au niveau du 3e trimestre. Et on peut noter aussi qu'il y aura un déficit en vitamine E. Un autre facteur qui joue dans l'anémie du prématuré, c'est l'augmentation rapide du volume circulant et l'augmentation de ses besoins de croissance. Donc, si l'alimentation ne suit pas pendant la période néonatale, il y aura l'installation rapide des carences en micronutriments et l'enfant aura une anémie très rapidement. Les prélèvements sanguins répétitifs jouent aussi un très grand rôle par aspiration sanguine. Donc, tout cela contribue à un ADI de l'hémoglobine plus rapide et plus bas au cours des 4 à 8 semaines de vie. Donc, sur ce schéma, on peut voir en bas en abscisse, c'est le nombre de jours en ordonnée, c'est l'hémoglobine en grammes par milligramme d'eau. On peut remarquer 3 courbes. En bleu, c'est la courbe d'un nouveau-né à terme. En rouge et en vert, ce sont les courbes des prématurés, en fonction du poids. Donc là, on peut voir cette anémie physiologique que nous avons expliquée, mais avec un ADI d'hémoglobine qui est très progressif. Vous voyez, nous sommes déjà à 50 jours, mais on est toujours à plus de 12 grammes. Donc le NADI n'est pas si rapidement atteint chez un nouveau-né à terme. Alors que chez un prémat, prenons la courbe